Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Aloane Fan. Je suis la coordonnatrice de l'ALIOM, l'Alliance pour l'innovation dans les infrastructures de mobilité. Merci à toutes et à tous d'être présents ce mardi 10 décembre 2024. Alors, nous allons présenter aujourd'hui le rapport synthèse ainsi que les recommandations de l'ALIOM suite à différents travaux et ateliers participatifs que nous avons menés sur le futur des parties surélevées de l'autoroute 40 dans le contexte de la préparation d'un chantier de réfection majeur. La présentation sera partagée entre différents membres de l'ALIOM qui sont présents ici. Donc, vous pouvez allumer vos caméras si vous voulez. Et donc, je ferai une brève introduction. Par la suite, Albert Mondor, horticulteur et biologiste, fera une présentation de l'ALIOM. Par la suite, pour la démarche de la recherche, il s'agira d'Emmanuel Rofflet, chercheur principal et professeur titulaire en management à HEC Montréal, co-titulaire de l'axe Changement et Transition au réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Par la suite, les résultats vous seront présentés. On parle de la recherche documentaire, les entrevues et le co-design prospectif, donc par Charlotte Lemieux, qui est en ce moment étudiante au doctorat en urbanisme à l'Université de Colombie-Britannique. Ensuite, les entrevues par Carmi Charlotte Gilbert-Lapointe, ancienne coordonnatrice de l'ALIOM et diplômée de la maîtrise en management et développement durable d'HEC Montréal. Et pour le co-design prospectif, Raphaël Ziegler, professeur agrégé au département de management à HEC Montréal. Et le meilleur pour la fin, les recommandations avec Blaise Rémillard, responsable mobilité et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. On verra ensuite la suite du projet, de nouveau avec Emmanuel. Nous procéderons ensuite à une période de questions, donc vers 13h45 pour vous, donc public, et à l'aide du module donc, qui se situe en fait à gauche de la boîte de clavardage, donc Q&A ou QR selon la langue de votre système. Et la fin de la présentation se fera environ vers 14h15. Ouais, donc, comme introduction, donc, on parle de repenser l'infrastructure, donc des parties surélevées de l'autoroute, de son utilisation et de l'aménagement pour une période d'environ 25 ans. Donc, imaginez un futur différent pour cette partie surélevée. Donc, on parle de la phase 1, donc la partie est qui se situe entre Saint-Laurent et Provencher. En ce qui concerne le rapport, il s'agit en fait de la synthèse de plusieurs recherches qui ont été menées depuis quelques années, donc notamment par des étudiants de HEC Montréal, Polytechnique également. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les résultats et les recommandations. Et toutes les sources se trouvent dans le rapport, mais sont aussi déposées sur notre site internet, donc allium, a2l2i.com. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont participé aux différentes consultations que nous avons menées et ateliers. Un merci également aux chercheuses et chercheurs qui ont collaboré pour le co-design prospectif, les partenaires communautaires, les étudiants et étudiantes qui ont travaillé sur les différents volets du projet, ainsi que nos bailleurs de fonds, notamment le CIROD, le Centre interdisciplinaire de recherche en opéralisation du développement durable avec le financement du programme Synergie, ainsi que le gouvernement du Canada à travers le Fonds pour les dommages à l'environnement. Alors, dans la suite de notre déroulement, suite à ces remerciements, je passerai tout simplement la parole à Albert Mondor pour nous parler de la genèse de l'Allium. Merci beaucoup, Aloane. Donc, essentiellement, l'Allium, c'est un acronyme qui signifie l'Alliance pour l'innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité.
Et l'Allium a donc pour mission première, pour l'objectif premier, de réfléchir, de trouver des idées, des solutions euh, aux grands projets de construction et de rénovation des infrastructures urbaines québécoises. Et évidemment, ces solutions donc, qui sont proposées par l'Allium se veulent des solutions innovantes, avant-gardistes, qui sont un peu à l'encontre de toutes les façons de faire qui ont eu lieu, qui ont été faites durant les dernières décennies. Donc, on essaie d'avoir des propositions qui sont pour le moins originales. Donc, des solutions qui sont basées donc, tant sur les connaissances scientifiques actuelles que sur les aspirations et les besoins des citoyens également. Donc, il y a une grande écoute de la communauté qui est faite par l'Allium. Donc, le rapport que nous lançons aujourd'hui, c'est une synthèse de plusieurs recherches. Donc, c'est le fruit de plusieurs discussions, de plusieurs recherches qui ont été faites, de plusieurs discussions qui ont été faites avec les citoyens, mais également plusieurs recherches scientifiques. Donc, nous allons essentiellement nous concentrer aujourd'hui sur les résultats et les recommandations de ces différentes recherches qui ont été faites. D'où vient cette organisation? Comment est né l'Allium? Ben, les membres de l'Allium, les premiers noyaux, en fait, là, s'est rassemblé autour d'un projet commun. C'est lors d'une exposition qui a eu lieu, en fait, à la Biosphère, il y a quelques années. Ça faisait partie, en fait, d'un concours. Plusieurs organisations et plusieurs entreprises à travers Montréal ont été appelées et pour trouver des façons de redonner vie, de requalifier, si on veut, certaines infrastructures urbaines. Moi, j'ai demandé à certains architectes paysagistes, à des gens œuvrant dans le monde de l'urbanisme également, de se lier, de former une équipe pour trouver une façon de requalifier l'autoroute métropolitaine. Et ça a donné naissance à un projet donc, qui s'est appelé Métropoline 40. Alors, cette idée que nous avons trouvée était de créer sur le tablier de l'autoroute 40 un immense potager, un immense jardin comestible et d'enfouir les voies de circulation. Et par la suite, d'autres membres se sont greffés, d'autres personnes se sont greffées donc à ce noyau de départ. Et suite à ça, ben, nous avons créé donc l'Allium, l'Alliance pour l'innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité. Et aujourd'hui, l'Allium, ben, vous pourrez le voir sur la prochaine diapositive, ben, regroupe des membres qui proviennent de divers milieux scientifiques, diverses écoles, diverses universités. Donc, vous avez, par exemple, dans le comité de direction, Nathalie Drouin, qui est titulaire d'une une chaire de recherche à l'UQAM. Il y a Porto également, qui a travaillé longtemps au HEC, qui œuvre dans des organismes communautaires, qui est à la direction d'organismes communautaires maintenant. Du côté du comité de recherche, Geneviève Boisjoli, qui est à la Polytechnique, Louise Noétier, qui est directrice de l'INRS. Vous avez Alice Jarry, qui est professeur et chercheur à Concordia. Dans le comité de recherche également, vous avez Raphaël Ziegler et Maud Brunet qui sont professeurs titulaires à HEC. Et du côté du comité de direction, j'ai oublié de mentionner qu'il y a Emmanuel Reflet, qui est également professeur à HEC, et Blaise Rémillard, qui travaille au CRE, qui est donc impliqué dans toutes les questions environnementales et qui a beaucoup travaillé pour faire cette présentation aujourd'hui. En fait, c'est grâce à Blaise là, si nous pouvons avoir une présentation PowerPoint. Évidemment, beaucoup de gens l'ont aidé, mais c'est Blaise qui a été le travailleur principal, celui qui a mis la main à la pâte là, pour créer cette présentation. Alors voilà, donc l'Allium, c'est donc un regroupement de scientifiques, de professeurs, de gens dans le monde communautaire également. Et aujourd'hui, nous allons donc vous présenter le fruit de diverses recherches qui ont été faites au sujet donc de l'autoroute métropolitaine. Et je vais laisser donc la parole à Emmanuel. Merci beaucoup, Albert. Je vais prendre le relais. Donc, l'objectif général d'Allium, si vous pouvez changer la diapositive, l'objectif général d'Allium, c'est de stimuler une discussion publique ancrée
dans la collectivité sur le futur des infrastructures autoroutières en général et de l'autoroute 40 en particulier, et ce, dans un moment où le renouvellement de cette infrastructure est et va se réaliser dans les prochaines années. Et plus spécifiquement, les objectifs de la recherche, c'est de développer un modèle de planification et de modèle durable inclusive qui facilite l'opérationnalisation de la transition sociétale des infrastructures urbaines. Deuxième objectif spécifique, c'est d'avancer les connaissances sur les processus d'innovation sociale des infrastructures par la base, ancrées dans une approche transdisciplinaire. Donc, grosso modo, en termes beaucoup plus simples, qu'est-ce que ça veut dire? On essaie de créer pas mal d'idées en fait autour de ce qui apparaît comme étant une infrastructure qui existe depuis longtemps, qui va être renouvelée, qui est l'autoroute, les infrastructures autoroutières en général autour, et en particulier l'autoroute 40. Et donc le projet de recherche qui a commencé il y a à peu près 3 ans et demi. Donc, diapositive suivante. Voilà, merci. Donc, il s'agit d'un processus de planification démocratique et inclusive en mobilité durable. Donc, la première étape a consisté à faire une recherche documentaire, donc à identifier qui sont les usagers, à faire un portrait des populations riveraines qui, parfois ou souvent, ne sont pas incluses dans le design des projets, et puis ensuite de penser en termes d'infrastructures vertes. Donc, à partir de pratiques qui ont été développées dans d'autres villes, dans d'autres contextes urbains qui sont comparables à ceux de Montréal. La deuxième étape a consisté à réaliser un certain nombre d'entrevues d'experts et de représentants des collectivités riveraines pour avoir une information beaucoup plus détaillée, une information beaucoup plus fine sur des aspirations, sur l'expérience. Et ensuite, à la troisième étape, on a réalisé des ateliers de co-design prospectif, donc 2 avec le grand public, et puis un seul avec les professionnels et un avec les femmes spécifiquement. Donc les résultats de ces différentes étapes, en fait, sont disponibles sur le site d'Allium, et mes collègues donc, vont présenter, et Charlotte Lemieux en particulier va présenter dans un instant les résultats de cette recherche. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Donc, oui, je vais présenter des résultats concernant l'analyse des usagers de l'autoroute puis l'analyse des communautés riveraines. Donc, bien qu'il y ait 13% des véhicules qui circulent sur l'autoroute qui sont des véhicules lourds, dans notre rapport, on a spécifiquement analysé les déplacements des automobiles sur le tronçon entre les boulevards Provencher et Marcel-Lorrain. Donc, c'est un tronçon d'environ 10 km. Puis, les déplacements analysés sont réalisés uniquement par des résidents de la grande région métropolitaine de Montréal. Donc, ça exclut les déplacements à longue distance qui passent par l'île de Montréal ou les déplacements réalisés par des visiteurs. Donc, un des grands constats, c'est qu'il y a 38% des déplacements analysés qui sont à l'origine de la zone au centre de l'île de Montréal. Donc, c'est la zone en blanc là, sur la petite carte qu'on voit à droite. Puis, c'est des déplacements en fait qui sont assez adjacents là, à l'autoroute. Et sinon, il y a quand même environ 25% des déplacements sur le tronçon à l'étude qui ont leur origine et leur destination à l'extérieur de cette zone-là. Ensuite, on a identifié les caractéristiques des usagers par rapport aux caractéristiques de l'ensemble de la population de la grande région métropolitaine. Donc, ici, sur le graphique, on voit que, par exemple, c'est étonnant de constater que 57% des usagers sont des hommes, contre seulement 43% de femmes. Il y a aussi 71% des usagers qui sont des travailleurs à temps plein. Puis, on constate une sous-représentation des ménages à faible revenu, alors qu'il y a une surreprésentation des ménages à revenus élevés. Donc ensuite, on a aussi analysé les populations riveraines. Donc, on a analysé tous les quartiers qui sont adjacents à notre tronçon, mais aussi une zone tampon de 500 mètres de part et d'autre de l'autoroute pour vraiment voir s'il y a des différences là, au niveau sociodémographique dans les personnes qui vivent vraiment à proximité de l'autoroute. On constate d'abord que les gens qui vivent à proximité de l'autoroute utilisent davantage l'automobile, bien que ce constat-là ne s'applique pas aux ménages à plus faible revenu.
Il y a également une légère surreprésentation des personnes immigrantes, des personnes sans emploi et de celles ayant un revenu plus faible. Puis, au niveau de la mobilité active, c'est sûr que l'autoroute, c'est une nuisance pour les déplacements à vélo et à la marche. Il y a notamment plusieurs pistes cyclables qui sont discontinues au niveau de l'autoroute et il y a seulement 5 pistes, en fait, qui permettent de traverser l'autoroute sur le tronçon de 10 km qu'on a étudié. Pour les piétons, on constate aussi qu'il faut qu'ils fassent des longs détours pour traverser l'autoroute. Par exemple, dans le quartier de Parc Extension, il y a uniquement 2 endroits où on peut traverser qui sont situés à 500 mètres l'un de l'autre. C'est également important de considérer qu'il y a plus de 20 écoles primaires et secondaires situées à moins de 500 mètres de l'autoroute. D'ailleurs, il y a 22 des déplacements qui sont réalisés dans la zone tampon de 500 mètres pour se rendre à l'école et 48 des déplacements locaux dans cette zone-là sont réalisés à la marche. Donc, en plus de ces constats-là, c'est pertinent de souligner qu'il y a 2 études réalisées par un chercheur de l'INRS, Mathieu Carrier, et ses collaborateurs. Ces 2 études-là ont permis de démontrer que les populations vivant aux abords de l'autoroute sont exposées à une forte pollution sonore et atmosphérique. Donc, on a voulu considérer un peu c'était quoi les effets négatifs de l'autoroute. Ben, en fait, en considérant c'était quoi les effets négatifs de l'autoroute sur les communautés riveraines, on a voulu investiguer le potentiel des infrastructures vertes pour atténuer ces effets. Donc, de façon générale, les gens qui vivent dans des environnements avec une plus forte densité de végétation au niveau de la rue font davantage de déplacements actifs. Ce constat-là est aussi vrai pour les personnes âgées qui vont avoir tendance à marcher plus souvent, puis aussi marcher sur de plus longues distances. Les infrastructures vertes peuvent donc améliorer le déplacement pour les communautés locales, notamment les déplacements vers les écoles, comme on a vu qu'il y a beaucoup d'écoles dans le secteur. Aussi, certaines infrastructures vertes, comme les side-trottoirs végétalisés, peuvent servir de mesure d'apaisement de la circulation, ce qui peut être particulièrement pertinent là, pour contrôler les vitesses de circulation des véhicules qui arrivent de l'autoroute près des écoles, tout en augmentant la densité de végétation. Donc, on a moins analysé ça, mais il y a plusieurs études là, qui démontrent les bienfaits de la végétation aussi au niveau d'atténuation des effets liés à la pollution atmosphérique et sonore. Donc, globalement, l'analyse des usagers des communautés riveraines nous a permis de mettre en lumière certaines disparités par rapport aux gens qui bénéficient de l'autoroute et ceux qui subissent les effets négatifs. Donc, on espère que ces résultats-là pourront être utilisés pour mieux comprendre les répercussions de l'autoroute et atténuer les effets sur les communautés riveraines. À cet effet, mes collègues vont discuter davantage là, des impacts et de comment ils sont perçus par les citoyens et proposer des pistes de solutions. Donc, je vais laisser la parole à Camille Charlotte pour la suite. Merci, Charlotte. Je vais parler davantage des entrevues. En fait, les entrevues qui ont été réalisées avaient 2 principaux objectifs. D'abord, ce qu'on voulait, c'était obtenir l'opinion des répondants par rapport aux avantages, aux problématiques et aux usages actuels de cette portion surélevée-là de l'autoroute. Et on voulait aussi recueillir leurs idées par rapport au futur de l'infrastructure, un peu en mode réflexion plus haut niveau. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant au niveau de l'infrastructure de demain? À travers les entrevues, on a discuté avec une vingtaine d'acteurs clés, des communautés riveraines à travers des écoles, des commerces, des représentants de la Ville de Montréal, des organismes locaux, mais aussi des experts de spécialisation variée. Donc, transport, planification inclusive, agriculture urbaine. Vous avez la liste complète détaillée ici, puis elle est aussi disponible dans le rapport là, à titre de référence. Donc, si on rentre vraiment là, dans les principaux constats au niveau des impacts actuels de l'infrastructure, dans l'ensemble, la portion surélevée semble avoir des impacts nettement plus négatifs que positifs pour les communautés riveraines. En fait, sur la trentaine d'impacts différents qui ont été nommés à travers les entrevues, il y a seulement 4 éléments qu'on pouvait considérer comme positifs à travers toutes les réponses qui ont été amenées. En effet, les répondants ils reconnaissent la fonction stratégique actuelle de l'autoroute comme positive. Ça permet de faciliter le transit interurbain, l'accès à la ville pour les personnes, pour les marchandises, et ça facilite aussi la connectivité des quartiers sur l'axe Est-Ouest. Par contre, ça amène aussi cet axe Est-Ouest-là très, très fort, une certaine dégradation des quartiers en créant une fracture au niveau nord-sud. Parmi tous les impacts qui ont été nommés, l'isolement, la fragmentation, l'espèce d'effet d'enclavement qui est causé par l'infrastructure, c'est de loin l'impact qui a été le plus cité. En fait, on qualifie l'autoroute comme une barrière qui est physique et psychologique qui vient un peu entraver autant la mobilité locale, la cohésion communautaire, mais aussi l'accès des citoyens aux services et aux différents commerces locaux.
On cite également beaucoup, puis ça fait écho à ce que Charlotte amenait dans la partie précédente, la pollution atmosphérique et sonore qui est générée par le trafic intense sur l'infrastructure et autour, mais aussi la pollution visuelle qui est créée par l'apparence générale, mais aussi la disposition de l'infrastructure. Un autre élément qu'on note, c'est l'absence globale de végétation et d'espace vert tout au long de l'infrastructure qui vient amplifier aussi l'effet d'îlot de chaleur qui est causé par, disons-le, le béton qui est assez prédominant dans l'infrastructure. Ça amène aussi un autre impact qui a été nommé beaucoup, en fait, au niveau de la mobilité et un peu plus la sécurité routière. L'infrastructure en tant que telle, en remplissant sa fonction primaire, qui est de faciliter et accélérer le transit automobile, ça contribue un peu à ce cercle vicieux de la domination puis de la culture automobile qui est dominante. En fait, la promotion et la présence accrue des véhicules, mais ça vient entraver l'utilisation et aussi le développement d'alternatives de transport, que ce soit collectif ou actif. Les répondants ont souligné beaucoup dans les entrevues le manque flagrant d'infrastructures qui sont en ce moment adéquates et sécurisées pour le transfert actif, ce qui conduit à un sentiment que l'environnement est hostile, peu accueillant, peu sûr pour les résidents, mais aussi pour les personnes qui sont simplement en transit autour et en dessous de l'autoroute. Ça nous amène tous ces impacts-là à la portion plus aspiration. En fait, plus de la moitié des répondants, quand on leur demandait comment vous entrevoyez l'autoroute métropolitaine de demain, ont mentionné l'enfouissement de l'infrastructure de transport comme l'alternative idéale, alors que d'autres personnes ont mentionné la création d'une infrastructure au sol, l'abandon complet de la fonction autoroutière, la réutilisation du tablier. En fait, il y a eu plusieurs idées qui ont été nommées, mais peu importe le format, une aspiration globale qui ressortait, c'était la volonté de se réapproprier l'espace, d'utiliser les sols autrement, de les libérer et d'aménager pour d'autres usages, que ce soit sur le tablier, sous le tablier, autour de l'infrastructure ou même au niveau des voies de service. Évidemment, ça ne vient pas sans préoccupation. Il y avait des préoccupations qui ont été soulevées au niveau des coûts et des risques associés au projet. Oui, les gens rêvent d'une nouvelle infrastructure qui est différente, mais ils restent quand même réalistes quant au défi d'un tel projet. Je veux dire, une nouvelle infrastructure, oui, mais à quel prix? On pense beaucoup en termes de coûts économiques, c'est important, mais les coûts sociaux et environnementaux aussi. Si le tablier actuel est retiré, remplacé par autre chose, quel impact est-ce que ça entraînerait au final? Un autre élément au niveau des risques élevés qui a été amené, c'est le risque associé au potentiel de gentrification que ça pourrait amener. Est-ce qu'une nouvelle infrastructure pourrait aussi amener ça en même temps? C'est quelque chose à garder vraiment en tête dans le développement de l'infrastructure de demain. Ça nous amène enfin, c'est quoi les priorités d'amélioration qui ont été nommées? Le souhait le plus exprimé par les répondants, c'est la végétation sous toutes ses formes, qu'il s'agisse d'arbres, de plantes, de fleurs, des haies, murs, toits végétalisés. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des communautés voisines grâce à la nature, puis de venir ramener cette biodiversité-là au cœur de la ville, que ce soit avec des parcs ou de l'agriculture urbaine. Le verdissement, la végétation, c'est vraiment ce qui a été cité le plus. On veut aussi qu'il y ait une priorité qui soit donnée au développement et à l'utilisation de transports actifs collectifs. On veut une infrastructure qui favorise la sécurité, qui favorise l'accessibilité et qui améliore la connexion des quartiers de part et d'autre. On veut un peu se débarrasser de ce sentiment d'enclavement et d'entrave que l'infrastructure amène aujourd'hui. On voit aussi ça comme une opportunité d'améliorer la qualité de vie des communautés riveraines, d'arriver à une nouvelle façon peut-être de vivre ensemble en tant que communauté riveraine, comment intégrer la culture, le design, l'art, les jeux, le sport, tous les espaces qu'on pourrait libérer ou qu'on pourrait repenser pourraient permettre d'accueillir toutes sortes d'endroits où les gens pourraient se rassembler, échanger, renforcer la cohésion sociale, vraiment mettre une priorité à un tissu social qui est plus mixte avec des bâtiments communautaires, des logements mixtes, vraiment créer un avenir plus inclusif pour les communautés riveraines. Justement, pour me permettre de conclure un peu là, ces faits saillants-là d'entrevue, en fait, je vais mettre en lumière un souhait qui était récurrent au niveau des réponses des répondants, c'est que les besoins des communautés riveraines devraient être pris en compte et inclus et vraiment, les gens devraient être impliqués à toutes les étapes du projet pour qu'ils puissent développer un sentiment d'appartenance à l'infrastructure future parce que ça fait tellement partie de leur quotidien et de leur vie. Il faut vraiment qu'ils soient impliqués à toutes les étapes. Donc, je passe la parole à Raphaël pour construire là-dessus avec la suite. Merci Camille. OK, donc pour la partie 3, les ateliers prospectifs, tout d'abord, pourquoi des ateliers prospectifs? Lorsqu'on pense à des sujets tels que les autoroutes et la mobilité, il est difficile à penser librement. Notre réflexion est très fortement influencée par les pratiques actuelles et les pressions à court terme. Donc, en revanche, dans un atelier prospectif, nous partons des possibilités à long terme, ce qui
c'est à quoi la mobilité pourrait ressembler en 2050, afin d'identifier les éléments souhaitables dans une perspective à long terme et donc plus durable. Dans le projet, nous avons fait ça avec l'aide des 3 scénarios prospectifs préparés en collaboration avec Frank Scherer et le projet Chemin de transition à l'Université de Montréal. Les 3 scénarios, c'était le boulevard urbain connecté. Une petite citation pour illustrer. On imagine ici que le tablier a été démantelé et remplacé par un boulevard urbain connecté, bordé des formes urbaines distinctes qui varient selon l'arrondissement, écoquartier dense de Villeray, cité-jardin patrimonial de Ville-Mont-Royal, technopole résidentiel de Anne-Hansik, faubourg des aînés de Saint-Michel, etc. Un deuxième scénario, le corridor maraîcher. Donc ici, on peut imaginer l'une des plus importantes autrefois, donc dans l'avenir, autrefois, l'une des plus importantes autoroutes du pays, la métropolitaine, était tombée en désuétude face à l'essoufflement de la mondialisation et au déclin de l'import-export. Après 20 ans d'initiatives locales et citoyennes, l'ancien tablier autoroutier est devenu le corridor agroalimentaire urbain le plus important du Canada qui utilise la structure surélévée. Et un troisième scénario à droite ici, la ville intelligente à 2 vitesses. Ici, on imagine que la nouvelle autoroute IV a remplacé la vieille métropolitaine à l'air pollué faite de béton qui tombait en poussière. Seul aujourd'hui, on le droit d'y circuler les navettes et les autos solo autonomes électriques. Donc 3 scénarios assez divers pour libérer un peu l'imaginaire. Et on a aussi essayé de vraiment créer un espace assez inclusif. Vous pouvez trouver le guide pour les ateliers inclusifs préparé par Chiara Gasperoni dans les liens pour le rapport. Une cinquantaine de personnes ont participé à ces 4 ateliers prospectifs. Un grand merci à eux. Grâce à eux, on a eu la possibilité d'avoir cette arène de transition. Et il y a eu 3 grands constats. Blaise, peut-être on peut changer, merci. Donc, premièrement, l'avenir de la mobilité ne se résume pas au passage de l'automobile solo à l'essence à l'automobile solo électrique, mais à un système de transport public qui offre un accès équitable et respecte la diversité de besoins. Deuxième constat était, il y a vraiment un souhait que les infrastructures publiques soient construites et reconstruites selon les principes de l'économie circulaire en prévoyant des espaces pour la rétention des eaux pluviales, la végétalisation afin de favoriser l'adaptation au changement climatique. Les participants souhaitent que l'environnement ne soit pas seulement considéré comme une ressource, mais comme une nature avec laquelle il est possible d'entretenir des relations. Et un troisième constat, ils souhaitent donc également une infrastructure qui soit un espace public de rencontre, plutôt qu'un simple lieu fonctionnel permettant de se rendre d'un point à un autre. Voilà, ça c'est pour les 3 constats principaux. Et je crois que je passe la parole à Blaise. Oui. Alors, donc, fort de toutes ces recherches et consultations, nous arrivons avec 13 recommandations qui sont divisées en 2 temps. Donc, le premier temps, donc, dans la préparation du chantier à venir et des mesures de mitigation là, pour les impacts liés à ces chantiers-là. Puis, dans un deuxième temps, à moyen terme, pour amorcer une discussion puis une transformation de la mobilité qui va nous permettre au terme de la durée de vie là, des travaux qui vont être faits vers 2050, d'avoir suffisamment transformé la mobilité puis l'aménagement du secteur pour vraiment envisager une autoroute différente, une infrastructure différente. Alors, au niveau des recommandations, la première pour les chantiers est vraiment de mettre des mesures de gestion de la demande des bas qui sont plus loin du chantier comme tel afin de diffuser les effets du retrait de voies. Donc, on peut parler de différentes mesures comme mettre des voies réservées bien en amont qui vont faire en sorte que moins de véhicules vont converger vers le secteur en chantier. Ensuite, c'est de prioriser la fluidité des transports collectifs et actifs sur ceux en automobile. Donc, afin là, que ces modes-là soient pas désavantagés dans le chantier.
assurer une équité d'accès au transport collectif, donc s'assurer que l'ensemble des quartiers, puis notamment les quartiers qui sont moins bien desservis, hors pointe aussi, qu'ils puissent avoir accès au transport collectif pendant le chantier et ne pas vivre un enclavement à cause de ce chantier-là. Ensuite de ça, de mettre en place des structures 4 saisons qui vont assurer le maintien et la protection des voies cyclables puis des trottoirs aux abords de l'autoroute 40 pendant le chantier. Et idéalement, que ces infrastructures-là ne changent pas de semaine en semaine pour faciliter la création d'habitudes puis des réflexes sécuritaires pour les usagers. Il y a aussi la mitigation de la pollution visuelle, sonore, atmosphérique, notamment par l'emploi de phytotechnologies, donc de végétalisation, murs, par exemple, murs végétalisés, arbres en pot, etc., pour veiller là, à diminuer les pollutions, que ce soit la poussière, le bruit, et puis bon, l'aspect visuel du chantier. S'assurer aussi qu'il y ait un bon monitorage de la pollution sonore, puis de la qualité de l'air, puis que ce soit rendu public pour que les gens soient informés là, des impacts qu'ils subissent pendant le chantier. De veiller à identifier des espaces qui sont propices à des occupations transitoires, puis à une repropriation des espaces publics pour des vocations culturelles ou sociales. De mettre en place aussitôt que possible aussi des mécanismes de communication qui vont permettre entre les gestionnaires de chantier puis les communautés riveraines d'identifier les problèmes puis de les résoudre dans le cours du chantier. Et puis de voir à prioriser des pratiques de construction durable, d'économie circulaire pour s'assurer de diminuer les impacts environnementaux de cette réflexion majeure. À moyen terme, puisqu'on a affaire à une infrastructure de transport qui est d'importance nationale, régionale et interrégionale, ce qui est ressorti des différentes recherches et consultations, c'est qu'on on peut pas s'assurer, on peut pas se contenter de traiter le problème de mobilité vraiment aux abords du chantier et puis aux abords de l'autoroute, mais que c'est vraiment une vision de la mobilité de la région au complet, puis même interrégionale, qui va permettre de diminuer la circulation automobile sur cette infrastructure-là, puis éventuellement de peut-être dédier plus d'espace aux autres modes. Donc, on peut enclencher là, dès le chantier, puis après, dans les semaines suivantes, un repartage de l'espace en augmentant l'espace dédié aux mobilités actives et collectives, de s'assurer de maintenir un accès physique et tarifaire qui soit équitable, de s'assurer que la vitesse de déplacement en transport collectif aux abords de l'autoroute soit relevée, d'étudier des transformations du transport de marchandises afin d'en diminuer l'impact, que ce soit transfert modal ou par exemple, faisant des voies réservées au camionnage. C'est des éléments qui sont sortis de nos consultations, encore une fois. Étudier aussi tout le phénomène de livraison locale. Il y a une idée qui est de faire des hubs de livraison urbaine sous l'autoroute, donc qui mérite d'être étudié. Étudier des alternatives de financement de tarification de la mobilité qui vont favoriser les modes actifs et collectifs, tout en respectant, là, bien sûr, l'équité pour l'ensemble des ménages. Ensuite de ça, on revient avec l'idée d'identifier des espaces qui vont pouvoir être donnés à la collectivité suite au projet, puis de mettre des projets en place en ce sens-là. Ensuite de ça, de relever la gouvernance démocratique de la mobilité puis la participation citoyenne dans les grands projets d'infrastructure qui affectent les populations à Montréal. Et finalement, déployer un effort de prospective qui inclut l'ensemble des parties prenantes pour le futur du réseau autoroutier afin de l'adopter en cohérence avec de nombreux objectifs de transformation de la mobilité qui sont déjà dans les plans des différents paliers de gouvernement, donc la politique de mobilité durable, le plan pour une économie verte, la vision fin de 50 de la RTM, le plan d'urbanisme de mobilité de Montréal, le plan métropolitain d'aménagement et de développement, la politique nationale d'aménagement du territoire,
Donc, tous les paliers de gouvernement ont des planifications qu'ils disent vouloir inciter sur le transport actif, collectif, l'aménagement durable. Alors, vraiment, ce chantier-là devrait être une occasion de démarrer vraiment une discussion collective pour s'assurer là, que ces transformations-là se fassent et avec la population qui va finalement changer ses habitudes à travers ces changements-là. Merci beaucoup, Blaise. J'inviterai maintenant à Emmanuel donc, pour les suites du projet. Donc, ce travail nous a occupés pendant 3 ans et puis donc vous avez vu les résultats maintenant. Donc, on a élaboré à travers ce processus une méthodologie qui va être maintenant appliquée dans d'autres contextes et en particulier dans le contexte de l'autoroute d'Écarie. Donc, et là, le projet a déjà commencé en partie et va se prolonger en 2025. Donc, j'aimerais maintenant... C'est la période de questions. Donc, vous voilà. pouvez utiliser le module par clavardage et je vais prendre vos questions. En fait, nous avons aussi Geneviève Boisjoli qui est avec nous. Peut-être Geneviève, est-ce que tu es présente? Est-ce que tu voudrais te présenter? Non, sinon on va prendre les questions par ordre. Parfait. Donc, il y a une personne qui pose la question, pouvez-vous quantifier la forte exposition à la pollution sonore et atmosphérique et la comparer entre les quartiers montréalais, sinon le verdissement comparatif? Donc, je pense que probablement que Blaise est capable de répondre à la question. Sinon, je demanderai à une autre personne, peut-être Charlotte, qui a peut-être fait des recherches en ce sens. Merci. Oui, malheureusement, moi, là, je n'ai pas le détail sous la main pour qualifier exactement cette forte exposition. Mais bien sûr, là, les résidents à proximité des grandes infrastructures autoroutières sont généralement exposés à des pollutions atmosphériques plus importantes, puis encore plus en cas de congestion là, routière, donc ce qui est souvent le cas dans cette infrastructure-là. Charlotte, je te laisse compléter si tu as des informations plus spécifiques sur ces études-là. Ouais, je pense que on n'a pas, c'est pas nous qui avons fait ces études-là, mais c'est vraiment des études pour l'ensemble de l'île de Montréal. Du moins, au minimum, ça comprend l'ensemble de l'île de Montréal. Puis je pense que je référerais juste à Mathieu Carrier, c'est un chercheur de l'INRS, puis les études doivent être accessibles sur le web. Donc, si vous voulez plus d'informations, je pense qu'il faudrait, surtout pour des détails là, au niveau de la comparaison entre les différents groupes, ce serait vraiment d'aller voir directement ces documents-là. Est-ce que Charlotte, tu aurais une référence pour le verdissement? Euh, non, j'ai pas. Ben, en fait, je pense que probablement, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces deux études, mais d'après moi, dans les études, il doit probablement aussi avoir des comparatifs pour le verdissement. Puis surtout que normalement, le verdissement a un impact sur le taux de pollution ou peut mitiguer les impacts de la pollution créée par les infrastructures routières, surtout par exemple si on installe des murs végétalisés pour diminuer l'effet de la pollution sonore et atmosphérique. Merci. Peut-être que Albert aurait quelque chose à dire sur la question des murs végétalisés, la question de la pollution. Ben, écoutez, on sait que les murs végétalisés ont un impact sur les décibels, sur le son. Alors, ça a été quantifié. On sait qu'on peut diminuer le nombre de décibels grâce aux murs végétaux. Dans ce cas-ci, ce n'est pas que les plantes qui ont un effet, c'est aussi le fait qu'il y a du terreau, qu'il y a de la terre. La terre agit aussi comme un coupe son. Il y a les textiles aussi qui sont utilisés pour fabriquer les murs végétalisés. Par contre, une bande boisée, il faut qu'elle soit très large pour avoir un impact significatif sur le son. Alors, il faut avoir plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur de feuillage pour qu'on ait une bonne réverbération du son et une bonne coupure du son. Donc, la végétalisation fait un certain travail pour diminuer l'impact du bruit, mais ce n'est pas spectaculaire, il n'y a rien de miraculeux non plus, là.
quand on combine avec de la terre, avec du textile, on augmente à ce moment-là l'effet. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Notamment, il y a Michel Labrec et plusieurs chercheurs aussi à l'IRBV, Institut de recherche en biologie végétale, de l'Université de Montréal, euh, qui ont fait des études sur l'effet des saules, donc des murs impliquant des saules ou encore des haies de saules sur la diminution du bruit. Alors, je vous invite à consulter ces recherches qui ont été faites par Michel Labrec, donc, qui est chercheur à l'IRBV et ses étudiants et son équipe. Merci Albert. Donc, prochaine question. Donc, je suis assez étonnée que 38% des utilisateurs et utilisatrices proviennent des quartiers centraux, mais cela n'indique donc pas si la destination est elle aussi dans un quartier central. Qu'est-ce qui explique cela selon vous et qu'est-ce qui pourrait être fait pour diminuer cette proportion? Donc, peut-être Charlotte. Oui, je peux répondre pour ça. En fait, au niveau de la question, est-ce que ces déplacements-là sont à l'origine ou à destination, le 38%, c'est 38% des usagers, en fait, de l'autoroute 40 habitent dans les quartiers centrales. Pour ce qui est de l'origine et des destinations, il y a 75% des déplacements qu'on a analysés qui étaient soit à l'origine ou à la destination de cette zone-là. C'est pas vraiment clair pour moi si c'est négatif ou positif. Je pourrais ajouter juste un détail là, par rapport à l'analyse, c'est qu'on a trouvé qu'en fait, il y a plus de déplacements qui sont à l'origine de la zone centre vers les autres zones. Il y a 8 grandes zones, en fait, là, pour la région métropolitaine. Donc, il y en a plus qui partent de la zone centrale pour aller vers l'extérieur que de déplacements qui viennent vers la zone centrale. Donc, c'est sûr que ça montre que peut-être les gens utilisent un peu moins l'autoroute 40 pour se rendre, là, plutôt pour aller vers l'extérieur. Les implications de ça ne sont pas très claires, là. Il faudrait faire plus d'études pour comprendre si c'est bon ou si c'est pas bon pour les communautés locales de recevoir des usagers. Tu sais, en fait, dans la perspective des réflexions, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on veut un lien pour connecter d'autres régions ou on veut aussi que ce lien-là serve aux communautés locales ou comment on veut reconstruire le lien pour peut-être avoir deux différentes routes ou deux différents corridors, un pour les communautés locales, l'autre plutôt pour les autres communautés. Donc, c'est vraiment, j'ai pas de réponse claire, je dirais que c'est plutôt une piste de réflexion. Peut peut-être compléter aussi que la zone centre, selon le territoire de la RTM, c'est quand même très grand, là. Ça couvre de Hansik à Hochelaga-Maisonneuve jusqu'au sud-ouest, là. Donc, c'est une grande zone. Puis, quand on utilise une automobile à Montréal, on le voit, par exemple, moi qui pars de Parc Extension puis qui veux aller dans Hochelaga-Maisonneuve, je suis mieux de passer par l'autoroute 40 lorsque j'utilise une voiture. Donc c'est une explication là, c'est plutôt un fait qui décrit l'utilisation de l'autoroute. Puis, ben, comment diminuer ça? Ben, on a par exemple le prolongement de la ligne bleue qui est en cours, qui va donc connecter un peu mieux l'Est, le secteur des Galeries d'Anjou avec les secteurs plus centraux de la ville. Il y a un projet de tramway sur Jean Talon. Il y a le projet de SRB sur Gouin. On a vu aussi dans le plan d'urbanisme là, un réseau de tramway d'ici 2050 là, qui est planifié par la Ville de Montréal. Donc, toutes ces alternatives à l'auto-là là, pourraient diminuer là, le nombre d'usagers de cette autoroute-là. Merci Blaise et merci Charlotte. Prochaine question. Donc ça, c'est plus une question peut-être par rapport au scénario prospectif. Peut-être la question pour Raphaël, si tu veux bien y répondre. Pouvez-vous élaborer sur les hubs de livraison locale? Un moment, désolé.
Donc ça, c'était dans les tendances de chemin de transition, une façon pour améliorer donc le dernier kilomètre, c'est un des grands polluants dans le transport. Et donc avoir un meilleur système de entreposage local pourrait être une stratégie pour réduire l'effet de pollution de tous ces systèmes de livraison qu'on a de plus en plus. Donc ça, c'était l'idée derrière ça. Merci, Raphaël. Prochaine question. Avez-vous des suggestions pour la gestion de mobilité spécifiquement pendant le chantier? On parle du retrait d'une voie par direction pendant 4 ans. Alors, je pose la question à l'ensemble en fait des personnes qui ont assisté aux ateliers participatifs, si vous avez des réponses à cette question spécifiquement. Oui, ben je sais pas si on parle d'une voie par direction pendant 4 ans. Là, cette information est nouvelle pour moi. Si c'est le cas, ça pourrait aussi être plus qu'une voie par direction et puis pas nécessairement pendant toute la durée du chantier. Donc, pour là-dessus, on n'a pas de précision encore là, de la part du MTQ sur le phasage, le séquençage puis les impacts. Mais la gestion de la mobilité, ben, tous les projets que j'ai nommés là s'en viennent dans les prochaines années. Je n'ai pas non plus nommé le train de banlieue de Mascouche qui va connecter directement avec le REM. Il va pouvoir faire là, des déplacements de la Nodière jusqu'à l'ouest de l'île de Montréal. Donc, ça, c'est l'offre alternative. Donc, déjà, d'avoir une solution pour ne pas prendre la voiture, ça va être une des façons de gérer la mobilité. Sinon, dans les autres modes, on peut imaginer donc des voies réservées qui soient créées à différents endroits sur le réseau autoroutier pour retirer les voies donc, en amont du chantier et puis faciliter là, la fluidité des modes collectifs. Sinon, ben, il y a d'autres solutions qui ont, quand on a fait la consultation, qui n'ont pas été très appréciées, mais qui existent. Là. Donc, il y a des péages, par exemple. On voit ça dans beaucoup de villes du monde. New York vient d'installer un péage pour rentrer sur Manhattan. Donc, ça, c'est un autre type d'outil de gestion de la mobilité. Il peut y avoir aussi des rotations avec, par exemple, la plaque d'immatriculation. Un jour, les nombres pairs, l'autre jour, les nombres impairs. Donc, encore une fois, pour diminuer le nombre de voitures qui vont fréquenter les abords du chantier. Ça peut être donc, tout est possible. L'Allium ne se prononce pas à part donc, pour les questions d'améliorer l'espace dédié au mode collectif. On ne se prononce pas sur les autres modes de gestion, mais on demande par contre qu'il soit bien étudié pour finalement éviter que ce secteur-là soit très congestionné puis que les risques routiers, la pollution sonore, la pollution visuelle et toutes les conséquences de l'autoroute soient décuplées pendant le chantier. Merci Blaise. Prochaine question, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre, mais la question est, outre le verdissement, existe-t-il d'autres options pour atténuer les polluants? Parce qu'on dit qu'il est difficile de verdir, faible ensoleillement, le terrain est plutôt hostile. La même personne parle également de purificateurs d'air extérieur, selon un appel d'offres du gouvernement du Canada avec Affaires mondiales Canada. Donc, peut-être Albert, s'agissant de verdissement de ces questions-là ou d'autres avenues, peut-être que tu aurais une réponse. Il faut mettre une chose au clair. Là. Le meilleur filtre à air, le meilleur filtre atmosphérique qui existe sur la planète, ben, c'est un arbre. Il n'y a aucune technologie actuellement qui a été inventée par l'humain qui arrive à dépolluer aussi efficacement qu'une plante, particulièrement un arbre. Un arbre est capable de retenir des particules en suspension, notamment les suies. On pense à la suie qui provient de la combustion des moteurs à diesel. Ces arbres-là sont en mesure de capter ces substances-là sur le feuillage qui vont ensuite être lessivées vers le sol. Ils peuvent aussi absorber carrément des particules très fines et certains polluants. Alors, notamment les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, le gaz carbonique, ça va de soi, et d'autres polluants aussi. Ils peuvent aussi capter par les racines des métaux lourds, certains hydrocarbures, certaines substances polluantes du sol. Donc, actuellement, on n'a pas découvert, on n'a pas réussi à trouver de machines qui sont aussi efficaces
que des arbres. Bien évidemment, il y a des filtres qui existent, il y a des machines qui sont capables d'extraire les polluants de l'air, ça existe, ça se trouve. On peut, par exemple, trouver des filtres qui sont utilisés sur les chantiers de construction, pour filtrer donc les poussières, les différents polluants qu'on retrouve dans l'air. Ça existe, mais on les utilise de façon assez localisée. Sur des grandes surfaces, pour des grands espaces, à ma connaissance, il n'y a rien là, qui est aussi efficace que les végétaux. Je pense aussi pour vous ramener à cette idée, là, donc pour un peu vous amener vers d'autres pistes, là, prolonger la réflexion sur cet aspect-là. On pense qu'il y a peu d'espace alentour de l'autoroute métropolitaine pour installer des végétaux. C'est vrai que les terrains sont assez rares, qu'il y a peu d'espace, mais il y a des édifices, beaucoup d'édifices. Et sur les édifices, on peut installer des murs végétalisés, on peut installer des toits végétalisés, on peut planter donc différents végétaux sur les murs et sur les toits des édifices. Et sur l'autoroute elle-même, on peut créer des parapets, on peut créer des murs. Donc, on peut installer de la végétation aussi sur l'autoroute elle-même. Et il y a quelques terrains quand même qui peuvent être plantés aux abords de l'autoroute. Et on a la chance d'avoir un grand espace vert qui est le parc Frédéric Bach, qui est situé tout près, là où il y a la TAU également. Il y a beaucoup de terrains là, qui peuvent encore être aménagés, qui le sont là en partie, mais sur lesquels il pourrait donc y avoir encore plus de végétation. Et il y a certains commerces, certaines grandes surfaces, on pense au Canadian Tire notamment, là, qui est situé tout près de cet endroit-là. Les toits pourraient aussi être végétalisés. On pense aux édifices de la FTQ, on pense à certaines autres corporations qui ont leur bureau là, aux abords de l'autoroute métropolitaine qui pourraient être végétalisés sans problème. Donc, il ne faut pas se limiter au terrain qui avoisine l'autoroute, mais penser aussi en termes de végétalisation sur les édifices. Merci Albert. Et puis, qu'est-ce qui se passe en fait en hiver quand les végétaux perdent de leurs feuilles ou qu'est-ce qui filtre finalement? Ouais, évidemment, l'hiver, la filtration est quasi nulle. Il y a certains conifères qui peuvent demeurer actifs lorsque les températures sont près du point de congélation. Il faut un minimum de 4-5 degrés là, pour que les végétaux aient une certaine action. Par contre, les conifères peuvent quand même capter des salles de déglaçage, des substances qui polluent l'air, comme les suies, puisqu'ils conservent leurs aiguilles durant l'hiver. Mais l'absorption de polluants, l'absorption de gaz carbonique, par exemple, est très réduite, voire nulle là, durant la période hivernale. Ça va de soi. Merci Albert. J'aimerais juste Oui. ajouter un petit complément. On a beaucoup parlé de la gestion de la pollution une fois qu'elle est émise, mais il reste que le meilleur moyen, c'est de ne pas émettre cette pollution-là. Là, évidemment, donc en réduisant la circulation automobile, en accélérant le virage aussi vers l'électrification des transports, ben, on coupe l'entièreté des émissions polluantes là, dues au carburant, puis un bon 15 à 40 des autres poussières là, qui sont liées à la dégradation des pneus puis de la chaussée là, lorsque les véhicules passent. Donc ça, c'est évidemment aussi une solution très efficace là, pour diminuer les polluants pendant l'opération de l'infrastructure. Merci Blaise, reste avec nous peut-être donc sur la question évidemment de réduire la quantité de voitures. Une personne pose la question sur la possibilité de réduire le nombre de points d'accès vers l'autoroute pour donc favoriser finalement les déplacements plutôt sur une longue distance plutôt que comme en ce moment, de rentrer faire possiblement des petites distances. Ce serait quelque chose à étudier. J'ai pas les données ou les connaissances pour vraiment commenter ça. Je dirais au premier abord que il y a quand même beaucoup de grandes destinations là, qui sont le long de cette infrastructure-là. Donc, de diminuer les points d'entrée, ça voudrait dire aussi de reporter plus de circulation sur les voies de service. Alors, il faudrait bien analyser ça. Je suis pas en mesure de le faire
comme ça, Mm. dans les délais de ce Merci d'avoir webinaire. essayé. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait répondre à la question, sinon on passerait à la prochaine question de Charles. Comment réagissez-vous à l'annonce du fédéral d'aller de l'avant avec le projet de TGV pour le corridor Montréal-Toronto, sachant que l'enfouissement de ce nouveau corridor dans les grands centres urbains sera vraisemblablement un prérequis? Y aurait-il une opportunité de joindre l'enfouissement hypothétique de la métropolitaine à ce projet de transport régional souterrain en joignant, par exemple, les tracés? Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse ici. Moi, je ne suis pas sous l'impression qu'il y aura enfouissement à Montréal, là. Encore là, le projet est encore en train d'être défini, mais justement, le tracé contourné, le Mont-Royal, et puis passer là, donc, de l'ouest de l'île vers le nord, puis vers Laval, là. Donc, ça, c'était les derniers scénarios que j'avais vus. Donc, potentiellement pas enfoui. Alors, s'il y a d'autres informations, vous pouvez les partager, là, puis on pourra les diffuser, mais je ne crois pas qu'il y ait de scénario d'enfouissement là. Et puis, de joindre des tracés, j'imagine que ça va être considéré là, pour que ce futur TGV prenne des emprises existantes, là, ce qui serait logique. Merci. Alors, prochaine question, on parle de la délocalisation. Je ne sais pas, c'est pas précisé. J'imagine c'est la délocalisation complètement des voies de circulation, c'est-à-dire, si je comprends bien, retirer finalement la fonction de l'autoroute sur la mobilité. Est-ce que c'est un scénario qui a été envisagé lors des ateliers par les participants? Si quelqu'un a une réponse. Alouane, donc, Oui. si c'était donc le boulevard connecté, c'était un scénario sans autoroute, mais un boulevard connecté par arrondissement. Donc absolument oui. Vous pouvez trouver ce scénario sur le site web de Allium. Et le corridor maraîcher, c'était aussi un scénario sans autoroute. Et donc là, donc dans le boulevard connecté, c'était plutôt une relocalisation, donc de dire, OK, on va vraiment recréer la ville par arrondissement. Donc une vision plus communautaire. Mais je ne sais pas si c'est ça vraiment le sens de délocalisation, parce que je vois la prochaine question touche à des questions d'itinérants. Donc c'est peut-être plutôt une question pour Blaise et le chantier qui est en train de venir. Je ne sais pas. Camille Charlotte, tu voulais intervenir? Oui, ben peut-être, si ça a été évoqué, c'est certain qu'on s'est basé beaucoup sur en fait, on s'est basé sur les 3 scénarios qui étaient un peu la base de discussion au niveau des ateliers prospectifs. Cependant, c'est certain que dans les discussions, il y a quand même plusieurs personnes qui ont nommé la possibilité, ben, et si on renonçait complètement à l'autoroute, pourquoi pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas dévier la circulation sur d'autres grands axes? C'est certain que c'est quelque chose qui a été évoqué. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? L'étude, on n'a pas poussé ça jusque-là. Le but, c'est d'aller chercher justement qu'est-ce que les gens voyaient et quelles étaient les perspectives. C'est certain que quand on parle d'un axe structurant comme l'autoroute métropolitaine en ce moment, c'est certain que ça amène des discussions qui sont assez polarisantes dans des ateliers. Donc, c'est sûr que c'est des points qui ont pu être évoqués. Toutefois, sans vraiment qu'on creuse spécifiquement cette option-là, ça a été dans l'univers des possibles comme d'autres possibilités comme l'enfouissement, comme de le garder tel quel en changeant un peu de vocation. Ça a été mentionné, oui, mais sans être nécessairement priorisé, là, disons-le comme ça. Voilà. Merci. Blaise, tu voulais réagir sur la question? Ben, effectivement, là, ça a été évoqué. Certaines personnes l'ont évoqué, pas priorisé. Et puis, moi, ma perception, là, c'est que les participants, évidemment, là, disaient faut l'enfouir. Donc, c'était la première vision, c'était pas de l'enlever, c'était de diminuer les externalités, la pollution, la laideur, l'insécurité, tout ça, plutôt que de reporter le trafic vers, par exemple, la 440 au nord. Donc, s'il y avait une tendance, là, c'était beaucoup plus à améliorer l'espace puis les impacts que de complètement enlever puis reporter le trafic ailleurs.
Après ça, je pense que ça fait partie aussi de la discussion que l'Allium veut lancer. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de perceptions ou d'idées comme ça qui sont non résolues, qui n'ont pas été étudiées, qui sont pas beaucoup expliquées, vulgarisées. Donc, c'est des idées qui reviennent dans la population, puis on a des experts qui vont dire oui, ceci est possible, moins possible, etc. Mais donc, il y a une discussion un peu plus en profondeur là, sur ce genre d'options-là, enfouir, reporter le trafic, remonter d'un étage toute la structure, etc. Donc, ces grandes transformations-là à long terme, on a très peu d'informations, puis on a très peu de discussions en profondeur là, sur ces différents scénarios-là. Mais Si je peux me permettre, Alouane, je rebondis sur ce que Blaise a dit. Il s'est enfoui des autoroutes ailleurs dans le monde. En passant, on n'a qu'à penser au fameux Big Dig à Boston, qui a coûté très cher en passant, 14 milliards de dollars. Mais ça se fait, là. Et à Boston, il a fallu congeler le sol hein, parce qu'on était très près de la mer, près de l'océan. Donc, il a fallu congeler le sol pour pouvoir le creuser, ce qui ne sera pas le cas à Montréal. Mais c'est un scénario qui a été écarté par le MTQ pour l'instant. Et ce qu'on nous a dit, je me souviens lors de discussions avec des gens au MTQ, des ingénieurs, c'est qu'il y a beaucoup d'infrastructures là, qui se trouvent sur l'autoroute, notamment le métro, là, qu'à penser au métro là, qui passe à cet endroit-là. Il y a la station de Crémazie qui est tout près, mais le métro passe en dessous. Il y a le collecteur aussi. Il y a un immense collecteur qui passe donc tout près de l'autoroute, ou même carrément sous l'autoroute, si je me souviens bien. Alors, il y a des défis, ils ne sont sûrement pas insurmontables, mais il y a quand même des défis. Mais pour l'instant, cette proposition a été écartée. On veut, vous le savez, là, on veut simplement prolonger la vie de l'autoroute pour quelques années. C'est un scénario qui pourra peut-être refaire surface d'ici une décennie là, pour l'ANP. merci beaucoup. La prochaine question concernant les itinérants. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de les respecter et de les appuyer pendant les travaux? Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté durant les ateliers, en fait, pour la population riveraine de manière générale, de façon à atténuer les nuisances, on va dire, des travaux? Il y a eu des mentions à des projets d'infrastructure à travers lesquels il y a eu des grands investissements en logements sociaux pour diminuer la gentrification, par exemple, là, qui pourrait avoir lieu si on améliorait bien l'infrastructure là, dans un scénario à long terme. Ça a été mentionné. Sinon, effectivement, c'est un point important et je ne crois pas que ça a été abordé, le sujet là, carrément de l'itinérance puis de l'accompagnement des personnes itinérantes pendant le chantier. Intéressant. Merci. On parle maintenant de la question des péages pour la réduction de la pollution. Peut-être que Blaise, tu en avais parlé un peu plus tôt. Est-ce que tu veux réagir ou compléter ta réponse sur les péages? Donc, la question, c'est avons-nous évalué la réduction de la pollution si on implantait un péage qui éviterait la congestion, la marche au ralenti des voitures, et surtout des camions? On ne l'a pas évalué, mais c'est effectivement un moyen qui est très efficace. On l'a vu à Stockholm, on le voit à Londres avec la zone Ultra Low Emission Zone. Donc, c'est très efficace. Après, faut voir là, justement, il y a des enjeux d'équité, puis comment on gère ces enjeux d'équité-là pour que ce ne soit pas que les ménages les moins fortunés qui soient forcés de s'adapter, puis que le reste des gens puissent continuer leur vie normalement. Mais donc, on ne l'a pas évalué dans le cas de l'Allium, mais on demande que ça fasse partie des options qui soient évaluées là, pour gérer la congestion pendant le chantier, puis potentiellement après aussi. Et Merci. donc, juste pour ajouter, donc cette idée, elle a été inclue dans le troisième
un scénario prospectif où on imagine ça exactement avec cet enjeu que Blaise vient de mentionner avec inégalité qui va être inclus ou pas, ou une autoroute privatisée avec un système de péage. Merci Raphaël. Tu vas pouvoir rester avec moi pour la prochaine question. Est-ce que les scénarios de code design prospectif ou les consultations ont pris en compte l'avenir de la mobilité à l'échelle métropolitaine et l'ensemble du réseau supérieur métropolitain, ou ont-ils ciblé principalement l'infrastructure avec les quartiers riverains? Donc, le point de départ était vraiment, comme Albert vient de le dire au début, de la réflexion de la métropolitaine. Et donc, ça, c'était aussi l'accent pour nos ateliers. Mais je crois que ça serait une idée géniale de faire exactement cet exercice à l'échelle métropolitaine parce qu'à mon avis, un des plus grands enjeux, c'est de comprendre la dynamique entre ces riverains-là et toutes les personnes qui viennent de la périphérie et comment on peut vraiment repenser cette dynamique-là avec l'environnement bâti dans lequel on se trouve. Merci. Camille Charlotte? Oui, peut-être pour compléter justement la réponse de Raphaël, dans le développement des scénarios de co-design prospectif, on s'est basé beaucoup sur les données et les tendances qui avaient été sorties par Chemin de transition. Donc, il y avait des tendances vraiment à l'échelle du territoire québécois en termes de, oui, la mobilité, mais aussi en termes de gouvernance, en termes d'énergie, vraiment les grandes tendances qui voyaient à l'horizon 2050. Donc, ça a permis un peu de mettre le cadre pour ces scénarios-là, de mettre un peu les grandes tendances, mais vraiment, la discussion s'est beaucoup portée plus sur l'infrastructure en soi, mais ça s'inscrivait vraiment dans ces tendances-là plus larges qui étaient pour une échelle un peu plus grande que l'infrastructure ou la région qui est vraiment autour. Je terminerai en disant qu'il y a plusieurs équipes qui ont travaillé, qui sont arrivées avec des scénarios où les solutions étaient plutôt régionales, donc pour bien montrer là, que finalement, c'est les déplacements véhiculaires sur cette infrastructure-là couvrent toute la région, là, finalement. Donc, les solutions, par exemple, de transport collectif devaient dépasser plus largement. Puis c'est que ça fait partie vraiment des recommandations principales là, du rapport. De dire, ben, il faut repenser la mobilité à l'échelle beaucoup plus large si on veut réduire le nombre de véhicules, la pollution, puis tous les autres impacts, là. Alors, on aurait une question sur la question de la compensation des citoyens riverains du quartier pour des dommages collatéraux. Est-ce que cette question de compensation a été discutée? Non. Réponse A. Je n'ai pas de souvenir, je n'ai pas vu cette discussion-là se passer. Merci. Alors, je laisse peut-être une minute pour voir s'il y a d'autres questions qui entrent. Sinon, ce serait la fin de notre présentation. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose parmi les panélistes, quelque chose à rajouter? Ça ne bouge pas. Camille? Non, c'était simplement dire merci, donc c'est tout. Merci. Donc, quelqu'un nous écrit dans le clavardage merci. Ah, question. Est-ce qu'on a considéré l'implantation d'un lien cyclable dans l'axe de la 40? Oui, ça a été discuté, donc, et possibilité de réaffecter des voies qui sont sur Crémazie, par exemple, pour faire des pistes cyclables. Ça a été discuté. Aussi, l'idée de faire une voie cyclable en dessous du tablier a été discutée. Puis aussi, toute la connectivité nord-sud, là, d'améliorer le réseau cyclable pour traverser l'autoroute aussi a été discuté. Donc, toutes ces options-là, oui, ça faisait partie des éléments que les professionnels puis la population souhaitaient voir améliorés. Très bien. Alors, ça nous mènerait vers la fin de notre présentation. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des panélistes. Vous remercier aussi toutes les personnes en ligne. On ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Et puis, n'hésitez pas en fait à nous rejoindre. Donc, je répète le site internet Allium 2L2I où vous retrouverez l'ensemble des rapports ainsi que des projets de recherche. Merci à toutes et à tous et bonne journée.